Bonjour à tous, je suis ravie de partager ce petit moment avec vous pour pouvoir parler essentiellement du coup de l'expérimentation nationale et en vous la décrivant, ça vous donnera un peu les pistes du deuxième alinéa qui avait marqué sur mon entretien, qui est de pouvoir évoquer ce que l'on doit pouvoir partager avec les patients. Pour vous dire de quelle place je parle, donc moi je suis responsable du pôle soins palliatifs à l'hôpital des Diaconesses, qui est un pôle où on a à la fois une unité de soins palliatifs, mais aussi une prise en charge ambulatoire, autant en équipe mobile qu'en hôpital de jour. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait des soins palliatifs précoces qui sont peut-être assez indiqués dans ce contexte-là. Et par ailleurs, je suis membre, et j'apprends plein de choses depuis plusieurs années, du CST, donc du Comité scientifique temporaire de l'ANSM, qui justement a travaillé sur cette expérimentation nationale autour du cannabis thérapeutique. Alors, cette expérimentation, elle a été décidée après 2 ou 3 années de réflexion. On a auditionné toutes les sociétés savantes, dont certaines étaient très motivées, comme vous avez pu entendre dire pour l'AFSOS et l'ASFAP, et d'autres un peu plus réservées, comme l'AECTD. Mais en tout cas, il y avait surtout des sociétés savantes autour de la sclérose en plaques, des épilepsies rebelles de l'enfant, etc., qui disaient que vraiment c'était un produit qui était majeur. Et donc, il a été décidé de débuter cette expérimentation qui a donc commencé en mars 2021. C'est écrit en rouge en haut, mais il faut le retenir. L'objectif principal était la faisabilité de la délivrance de ce produit et de la sécurité du circuit médicamenteux, en sachant qu'effectivement, on a pu regarder quelques objectifs secondaires autour de l'efficacité ou des effets indésirables, mais clairement l'objectif n'est pas un objectif scientifique, ça n'est pas un projet de recherche, c'est vraiment un projet qui avait pour sujet: peut-on rassurer le législateur sur nos capacités à avoir un circuit de ce produit qui soit efficace. Cette expérimentation était donc normalement prévue pour inclure 3000 patients sur 18 mois, avec des indications limitées qui ont été clairement établies dès le départ en fonction de la littérature de l'époque. Peut-être qu'elles vont pouvoir évoluer. Certaines formes d'épilepsie rebelle de l'enfant, notamment les syndromes de Lennox-Gastaut ou des épilepsies de ce type-là. Soins de support en oncologie, je vous en parlerai parce que c'est un peu large, et en oncologie, on a quand même quelques soucis. Les situations palliatives, les scléroses en plaques et d'ailleurs d'autres situations avec des traumatismes, par exemple, au niveau médulaire. Et donc, finalement, 2 indications en une sur les douleurs, notamment spastiques, liées à des pathologies de la moelle épinière, et puis les douleurs neuropathiques réfractaires, dont je vais vous parler un peu plus. Dans cette expérimentation, ce qui avait été décidé, c'était que les sociétés savantes demandaient personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui avaient envie d'être un centre expérimentateur, et qu'un centre expérimentateur devait s'engager, s'il s'engageait à essayer d'inclure au moins 10 patients, que les produits que nous ne fabriquons pas en France étaient fournis par des firmes étrangères et fournis gratuitement. Donc ça n'a pas été si facile de les trouver, parce qu'ils savent très bien que peut-être il va y avoir une filière française, et donc ils nous fournissent gratuitement des produits pour peut-être pas qu'on les utilise après, mais enfin en tout cas ça a été fourni. Que l'objectif était que la prescription initiale soit faite dans les structures de référence, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais qu'après, il puisse y avoir un relais auprès des médecins généralistes de ville, et avec donc une délivrance initiale en pharmacie hospitalière, mais une délivrance de relais avec des pharmacies de ville, qui avait une obligation de formation pour les prescripteurs, parce que c'est vrai que c'est quand même une nouvelle classe thérapeutique qui n'est pas facile, et que cette formation était faite en e-learning, au début assez soutenue, avec 3h30. Ils ont un petit peu simplifié, notamment des QCM un peu sournois, et du coup maintenant on peut y arriver en 2h, 2h30. Une obligation pour tous ceux qui incluent les patients de suivre les patients sur un registre informatique, mais sur un registre, et qui permet aussi au réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance de suivre l'expérimentation. Et il avait été décidé effectivement que la voie fumée était exclue, parce que c'est mauvais pour la santé de fumer, et qu'il y avait une interdiction de conduire qui était associée. Et c'est vrai que pour un certain nombre de patients chroniques, cette interdiction de conduire, de fumer, n'est pas facile à accepter, on l'a vu dans la présentation précédente.
Alors, les indications pour la douleur, il s'agit donc de douleurs neuropathiques réfractaires qui répondent aux critères suivants. Un DN4 qui est supérieur ou égal à 4, une douleur chronique supérieure à 6 mois, avec une intensité supérieure ou égale à 5 en moyenne au moment de l'inclusion, et il fallait que ce soit une douleur qui soit réfractaire au traitement pharmacologique habituel de première et de deuxième intention dans les douleurs neuropathiques. Les indications en soins palliatifs, donc ça s'est beaucoup basé sur l'étude israélienne qui avait été proposée. C'est vrai qu'en soins palliatifs, donc je vais être plus à l'aise pour vous en parler parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, les patients ont en moyenne 11 symptômes, et parmi ces symptômes, il y en a beaucoup qui peuvent être soulagés par un seul produit qui serait le cannabis thérapeutique. Et donc les 7 symptômes cibles qui ont été choisis, la douleur, parce que c'est ce que les patients mettent souvent en avant, mais en fait, vous l'avez compris, ce n'est pas la douleur qui est le mieux soulagée, hein, c'est un apaisement général, mais pas forcément la douleur directement. La fatigue, les nausées, les troubles du sommeil, la perte d'appétit, la tristesse et l'inquiétude. Et donc, il avait été décidé que si la douleur est purement neuropathique et qu'il n'y a qu'un seul symptôme, on rentre dans les critères douleur neuropathique que je vous ai présentés précédemment. Mais pour les autres symptômes cibles, soit il y a un symptôme qui est supérieur à 5 au questionnaire MDASI, c'est le questionnaire du MD Anderson qui est très facile, je ne vous l'ai pas remis, mais il se retrouve partout, soit au moins 2 symptômes supérieurs ou égal à 4. En pratique, en soins palliatifs, on a toujours au moins 2 symptômes. Donc on n'est jamais tombé dans cette problématique de devoir être juste sur une douleur neuropathique. En soins palliatifs, les patients sont régulièrement tristes ou inquiets, ou des fois dorment pas bien, ou des fois mangent pas bien. Donc on n'a pas beaucoup de difficultés à trouver au moins 2 symptômes. Les critères de non-inclusion qui sont donc communs à toutes les indications, ne pas comprendre cette problématique de faire un suivi, l'impossibilité de donner son consentement éclairé, des choses assez classiques, mais surtout des certaines contre-indications qui vont avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, les antécédents personnels psychiatriques, donc quand on a des doutes, c'est bien de faire appel à un psychiatre qui connaît bien, les insuffisances hépatiques sévères, bon, sévère à moyennement sévère quand même, parce que les transaminases à 3 fois la normale, on le trouve assez facilement. Surtout, parce que ça, on en a quand même régulièrement, enfin en tout cas en situation palliative, des problèmes cardiovasculaires, qu'ils soient au niveau cardiaque ou au niveau cérébral, et une insuffisance rénale sévère, pour le coup, elle a besoin d'être assez sévère, même si ça n'a pas été nommé très précisément. Les produits disponibles, donc les produits qui ont été donnés via l'ANSM aux centres expérimentateurs et qui peuvent les prescrire. Ça a l'air d'être compliqué, mais parce qu'en fait, c'est une grande famille médicamenteuse, et effectivement, c'est compliqué. Ce qu'on vous a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que en fonction de la manière dont on va ingérer ce produit, cette plante, c'est que des produits issus de la plante, c'est pas une seule molécule qui a été extraite, c'est une plante complète. Ça peut être soit une solution orale, et donc c'est comme de l'aromathérapie, c'est des huiles essentielles à base de cannabis, et si on les avale par la bouche, on a quelque chose qui ressemble à la libération prolongée, en tout cas une action prolongée, et qui dure environ 8 heures, alors que si on inhale le produit, comme on a dit qu'on ne le fumait pas, en fait c'est avec la forme d'une vaporette, on a une action qui est rapide, en moins de 10 minutes, et une durée d'action qui dure entre 1 heure et 2 heures, donc un peu comme avec une libération immédiate. Donc toutes les spécialités qui ont l'habitude d'utiliser des opiacés sont finalement assez à l'aise avec l'idée qu'on a un traitement de fond qui est un traitement à base d'huile et un traitement éventuellement possible d'accès symptomatique aigu avec des inhalations de fleurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous voyez donc le jaune, les huiles, le vert, les fleurs. Et après, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nécessite de comprendre pourquoi il faut se former pour pouvoir prescrire ces différents produits à base de cannabis. C'est qu'on a des tas de types de cannabis différents en fonction des composés qu'il y a dedans. L'essentiel des 2 composés qu'on regarde et pour lequel effectivement on s'attache à quelque chose d'assez précis, c'est le CBD et le THC. Et donc vous voyez qu'il y a des ratios, ceux qui sont en haut, qui sont plutôt CBD dominants, et qu'il y a des ratios équilibrés avec autant de CBD que de THC, et qu'on a aussi à notre disposition des produits qui ont essentiellement du THC.
j'ai mis des petites étoiles aux produits que nous avons décidé, nous, dans notre hôpital, de prescrire le plus souvent. Donc effectivement, on s'est dit que du CBD pur, c'était peut-être un peu dommage parce qu'il y a peut-être quand même une petite action du THC. Donc le produit qu'on prescrit en premier, c'est celui qui est donc, je ne sais pas si je peux le voir avec la petite norme, enfin donc vous voyez là, en haut de la deuxième colonne, c'est une huile de cannabis avec CBD dominant, mais 20 pour 1. Il y a quand même pour 20 mg de CBD, 1 mg de THC. Comme tout produit qu'on sait bien utiliser dans les spécialités qui traitent des patients douloureux, ben, il faut titrer. Et donc, en l'occurrence, ce qui est recommandé dans les formations, aussi bien pour les patients soins palliatifs que pour les patients douloureux, c'est d'utiliser plutôt un ratio CBD dominant pour commencer. On commence par des faibles doses, 5 mg de CBD, alors après il y a ou pas du THC qui suit, vous avez compris, et tous les 3 jours on augmente normalement de 5 mg en essayant de faire le point à 40 mg, ça tombe bien, c'est à peu près au bout d'un mois. Et si on a le sentiment que ce serait une bonne idée, il peut être rajouté du THC en plus du CBD, qui peut aussi être augmenté encore jusque, grosso modo, celui qui a la plus grande expérience en douleur neuropathique, c'est le docteur Autier à Clermont-Ferrand. Il dit que très régulièrement, en fait, lui, il augmente jusqu'à 120 mg de CBD. C'est uniquement quand le patient est titré et qu'on a l'impression qu'on a trouvé un bon traitement de fond qu'effectivement, on peut proposer des fleurs pour les inhalations. Et dans ces cas-là, ces fleurs seront réservées à des accidents, enfin, à des accès symptomatiques aigus. Pour les fleurs, c'est juste pour vous présenter un peu le système. Donc vous voyez, il y a une petite machine qui ressemble aux vaporettes un peu plus grosses que ceux qui essayent d'arrêter de fumer. Je sais quand même, oui, je peux y arriver. Donc, en fait, dans cette petite réserve-là, on met des petites capsules qui ont été remplies auparavant par des fleurs qui ont été gringées. Les fleurs, on les gringe avec ce petit truc, qui c'est un petit rond comme ça qu'on gringe. Donc, si les patients sont en forme, c'est à eux de le faire normalement, mais s'ils ne sont pas très en forme, comme ça peut arriver parfois chez nous, des fois ça sent bon dans le bureau des internes, parce que c'est vraiment des fleurs. On n'a pas trop l'habitude quand même, je tiens à le dire, dans nos hôpitaux, de devoir gérer comme stupéfiant des fleurs. Et après, effectivement, le patient inhale en sachant qu'à peu près un tiers de ce qui a été mis dans la capsule à inhaler pourra passer dans le système. Et effectivement, c'est la même chose que tout à l'heure. En fonction de ce qu'on va mettre comme type de fleur et le ratio CBD-THC, on pourra à peu près savoir qu'est-ce qu'on va lui donner. Mais de toute façon, il faut titrer les fleurs de manière indépendante. Et puis au fond, l'expérimentation relève que moins de 10% des patients utilisent les fleurs. C'est vraiment essentiellement les huiles essentielles qui sont considérées comme étant un traitement utile, plus qu'un traitement de fond. Voilà, alors, le bilan de l'expérimentation, normalement, j'étais très contente de venir vous parler le 13 août, puisqu'il était prévu que les 3 rapports qui ont été faits de manière indépendante, addictovigilance, pharmacovigilance, mais également toute une enquête qui a été faite auprès des prescripteurs, auprès des patients, etc., de manière indépendante de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ont été remis début septembre et devaient être publiés le 26 septembre. Donc j'étais sûre de pouvoir vous parler de beaucoup de ces résultats. Malheureusement, pour des considérations qui semblent être essentiellement politiques quand même, en tout cas, voilà... ils n'ont pas été publiés et on sent que les décisions pourraient ne se prendre pas que au niveau du ministère de la Santé. Donc on est toujours en attente de ces rapports officiels. Il y a quand même comme tous les mois, on avait des réunions à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Bon, on avait quand même des rapports intermédiaires. Donc, ce que je vous livre là aujourd'hui, c'est des choses pour certaines qui sont très claires et établies, le nombre de patients inclus, ça c'est sûr, et pour d'autres qui sont plus, qui relèvent de notre expérience personnelle au niveau de mon hôpital, donc plutôt palliatif, mais on a inclus à peu près 50 patients en soins palliatifs dans mon hôpital. Donc, bon, vous voyez, il y a des chiffres que je peux quand même vous donner. Donc, 2000 patients ont été inclus et en tout cas 750 pour les douleurs neuropathiques. C'était la première indication, même si on a bien compris que ce n'était pas l'indication où il était le plus
efficace de manière évidente, et 150 en soins palliatifs. Finalement, assez peu en oncologie médicale, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je l'ai pas, en fait, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, en fait, j'ai dû zapper une ligne. En fait, en oncologie médicale, il avait été dit que c'était pas associé à des traitements spécifiques, et même en soins palliatifs, c'est quand même très fréquent que les patients soient en situation palliative précoce avec encore des traitements spécifiques en raison des interactions qui sont fortes. Donc l'INCa a beaucoup travaillé sur toutes les interactions, d'abord sur l'immunothérapie, puis sur l'immunothérapie, et maintenant prend chaque chimiothérapie une par une pour aider les oncologues à dire est-ce qu'il y a un risque soit de perte de chance, et si c'est des situations par exemple adjuvantes, c'est important de le savoir, un risque d'augmentation des effets indésirables ou autres. Donc, en ce qui concerne les soins palliatifs et l'oncologie, maintenant, il est accepté qu'il y ait des traitements spécifiques à condition que l'oncologue donne son accord, et c'est notamment dans des situations où, clairement, il n'attend pas grand-chose de la chimiothérapie et surtout pas beaucoup d'effets indésirables. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le rapport, mais je peux vous le dire, la faisabilité du circuit, elle est établie. C'est clair qu'on sait prescrire des stupéfiants, et en fait, c'est un stupéfiant. Donc, en fait, on sait aussi faire des délivrances hospitalières initiales avec un relais vers la ville. Donc, la faisabilité du circuit existe. Ouais. C'est juste qu'on a pu voir que le relais vers les médecins généralistes, c'est pas fait souvent, et c'est sans doute lié à la formation qui est quand même un peu longue et au registre qui n'est pas facile. En tout cas, en population générale, grosso modo, 2/3 des patients disent avoir un effet bénéfique, dont 1/3 disent avoir un gros effet bénéfique. Et en ce qui concerne les douleurs spastiques de la sclérose en plaques, c'est dans 75% des cas. Grosso modo, ce que je peux vous dire avec mon expérience, sur les douleurs spastiques, c'est parfois magique. Sur les autres douleurs, c'est surtout un apaisement. Les patients sont moins envahis par leur douleur. Mais la douleur, ils peuvent très bien dire que leur EVS n'a pas changé, elle est toujours à 5, mais ils se sentent mieux et ils sont moins envahis et ils prennent moins d'entredoses. Seulement 6% des effets négatifs à l'avant-dernier d'effets indésirables. Heureusement, effectivement, c'est un vrai médicament, il y a des effets indésirables. Des effets indésirables graves, il y en a eu 5 ou 6 qui sont soit cardiovasculaires, soit psychiatriques, avec une imputabilité qui n'est pas toujours facile. Dans notre population de soins palliatifs, ce sera quasiment ma dernière diapo, dans l'ensemble, effectivement, les patients se disent améliorés, y compris à 3 mois, ce qui est finalement pas banal en soins palliatifs en tout cas. Et comme je le disais tout à l'heure, la douleur ne diminue pas beaucoup, mais eux, ils se sentent mieux. Et les soignants sont finalement dans notre service les meilleurs avocats, puisque c'est eux qui nous demandent qu'on mette les patients sous cannabis thérapeutique, avec l'idée que quand même les patients appellent beaucoup moins souvent quand ils sont apaisés. Alors, juste pour terminer, effectivement, on a une nouvelle classe thérapeutique qui n'est pas facile parce que je vous ai expliqué à la fois la titration, à la fois les ratios et à la fois le fait que les études scientifiques méritent encore de répondre à beaucoup de questions. On est en train de découvrir ensemble. Les exigences légales, puisque c'est un stupéfiant, sont normales et connues de toute façon. Les exigences scientifiques, puisque c'est une plante, sont beaucoup moins fortes que quand il y a une AMM. On a quand même le sentiment que les patients sont satisfaits et qu'ils continuent, donc c'est plutôt bon signe, ils n'aiment pas les médicaments, notamment en soins palliatifs. Il y a des études qui montrent que d'un point de vue économique, en diminuant les autres traitements, on fait des économies. Mais vraiment, le message que j'ai envie de faire passer là, c'est que c'est un médicament et que donc il faut pouvoir décorréler complètement cette réflexion, des réflexions qui sont autour du cannabis à visée récréative. Et on sent que peut-être que pour nos politiques, c'est pas très facile. Et donc, une idée qui a émergé la semaine dernière lors d'une table ronde qui avait lieu à la Chambre des députés, c'était peut-être que si on disait pas cannabis, mais chambre médicale, ça passerait mieux auprès de nos politiques. Donc, peut-être que ça risque d'évoluer. En tout cas, il y a plein de questions et en un quart d'heure, c'était très difficile. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, de m'envoyer un mail ou si c'est en regard de l'expérimentation, à la NSM, ils répondent très, très vite. Je vous remercie.